Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, alors dans cette dernière partie de l'immunopathologie, que je vous rappelle, j'ai été assez bref parce qu'on n'a pas assez de temps, et ce qui nous intéresse, c'est de laisser quelques traces dans votre mémoire de ce problème immunitaire. On va voir donc dans cette partie le déficit immunitaire, qui est la troisième catégorie de maladies immunitaires qui sont causées, des maladies qui sont causées par le système immunitaire. Alors, c'est donc le déficit immunitaire. Qu'est-ce que c'est que le déficit immunitaire ou l'immunodéficience? On a donc les différentes classes. On a des réponses immunitaires qui sont inappropriées. Nous avons des allergies, donc des hypersensibilités, l'auto-immunité et l'immunodéficience qu'on va voir dans ce cours-là. Alors, l'immunodéficience, c'est quoi? C'est un défaut d'un ou de plusieurs composants du système immunitaire. Alors, vous savez que donc, le système immunitaire, il est composé de cellules, donc lymphocytes B, lymphocytes T, macrophages, etc., etc. Il est composé de substances, donc de protéines, donc des protéines du complément et des protéines des cytokines. Il est composé également donc de cellules qu'on va voir. Alors, cette immunodéficience primaire, donc on a l'immunodéficience est composée de deux types d'immunodéficience. L'immunodéficience primaire ou congénitale, donc c'est le résultat d'une altération génétique ou d'une altération du développement du système immunitaire. Alors, donc c'est une altération génétique, ça veut dire qu'on va naître avec un problème génétique où il y a une altération au cours du développement du système immunitaire ou l'un de ses composants, il y a un problème. Et le deuxième type d'immunodéficience, c'est l'immunodéficience acquise ou secondaire, qui est la perte de la fonction immunitaire, la perte du pouvoir immunitaire, ça veut dire la faiblesse du système immunitaire grâce à une infection quelconque, bactérienne et surtout virale. Et exemple de ça, vous avez l'immunodéficience acquise, le sida. On va voir à la fin de ce cours-là. Alors, la conséquence de ces deux types d'immunodéficience primaire ou secondaire, nous allons avoir une sensibilité accrue à l'infection par certains pathogènes. C'est normal parce que notre système immunitaire, il est affaibli par un problème immunitaire. Donc, l'un de ces constituants, l'un ou plusieurs constituants du système immunitaire ne fonctionnent pas bien, ne sont pas corrects, ne sont pas là, ou bien ils sont faibles, ou bien ils sont pas normaux. Donc, ça peut provoquer une diminution du système immunitaire. Donc, ça veut dire que les infections vont augmenter. On n'est pas assez protégé. Deuxième chose, c'est la sensibilité accrue à certains types de cancers. Donc, certains types de cancers sont amplifiés, sont favorisés par cette déficience immunitaire. Et un troisième type d'incidence, c'est les maladies auto-immunes. Donc, l'immunodéficience, elle va favoriser les maladies auto-immunes qu'on a vues dans le cours précédent. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est que ces déficits immunitaires, alors qu'ils sont conséquentes d'une défaillance du système, de l'un des composants. On va voir les cellules de l'immunité, on connaît bien ce schéma. Les lymphocytes B avec qui se développent en plasmocytes qui donnent des anticorps, les lymphocytes T4, lymphocytes T8, les monocytes qui se transforment en macrophages et neutrophiles, et aussi le système de complément. Alors, tout d'abord, le lymphocyte B qui va se transformer une fois activé en plasmocyte, qui va donner des anticorps, qui favorise donc l'immunité humorale. On va avoir, s'il y a un problème ici, on va avoir un rôle dans les infections. Donc, normalement, on a un rôle dans les infections bactériennes. Lymphocyte B, lymphocyte T, aussi dans l'immunité cellulaire, donc un rôle dans les infections virales et parasitaires. Alors, donc, ces trois types de cellules, ça intervient. Donc, si on a un déficit, on va avoir un déficit de l'immunité spécifique. Alors, de l'autre côté, les monocytes qui se transforment en macrophages, phagocytés, avec les neutrophiles qui vont faire la phagocytose, c'est la lutte anti-infectieuse, réaction inflammatoire, et les protéines du complément qui vont permettre la lyse cellulaire. Si on a des problèmes à ce niveau-là, là, on va avoir un déficit de l'immunité non spécifique.
Donc, en résumé, dans ce tableau-là, on a à gauche le problème qui se fait au niveau de l'immunité spécifique. Donc, on va avoir un déficit de l'immunité spécifique si on a un problème au cours du développement de ces cellules-là. Et à droite, on a des déficits immunitaires non spécifiques dans l'immunité innée si on a des problèmes au niveau de ces cellules-là. Alors, les signes cliniques d'orientation de l'immunodéficience primaire. Alors, quand on a ces signes cliniques qu'on a à droite, on va soupçonner un déficit qui se trouve à gauche. Alors, si on a des germes opportunistes à développement intracellulaire, virus, pneumocystis et parasites, on a des signes associés, des diarrhées, auto-immunité et lymphome. Là, on va suspecter, qu'est-ce qu'on va suspecter? L'immunité cellulaire, un déficit au niveau de l'immunité cellulaire. Deuxième chose, alors, quand on a des bactéries encapsulées, bactéries pyogènes, entérovirus, parasites, donc il y a localisation de l'infection respiratoire, ORL, digestive, système nerveux central ou bien arthrite, et on a des diarrhées, on va soupçonner l'immunité, un déficit au niveau de l'immunité humorale. Alors, juste donc le déficit de l'immunité humorale, ça constitue à peu près 70% des déficits immunitaires. Alors que les déficits de l'immunité cellulaire, ça représente à peu près 20% des déficits immunitaires. Et ces deux déficits cellulaires et humorales qui constituent le déficit de l'immunité spécifique, ces deux-là, donc constituent à peu près 90% des déficiences immunitaires. Alors, de l'autre côté, pour l'immunité non spécifique, quand on a des germes pyogènes, des levures, des champignons, et localisation au niveau de la peau, des poumons, des gencives, et on a des signes associés comme granulome, on va soupçonner l'immunité, le déficit des cellules phagocytaires, de l'immunité non spécifique. Et ce déficit donc, des cellules phagocytaires donc, constitue à peu près 10% des déficits immunitaires. Et enfin, quand on a des infections pyogènes récurrentes qui reviennent, et des méningites récurrentes, on va soupçonner des déficits au niveau des protéines du complément. Alors, ces déficits des protéines du complément, ça constitue à peu près 1% des déficits immunitaires que nous pouvons avoir. Alors là, ce tableau, donc, il résume donc les déficits immunitaires spécifiques et les déficits immunitaires de la réaction immunitaire non spécifique. Alors, avec ces déficits immunitaires, quel genre de traitement on va faire? Alors, il y a trois types de traitements. Traitement substitutif, ça veut dire on va remplacer une protéine manquante. Quand on a un manque de protéine, quand on a un manque d'une protéine quelconque, donc on va essayer de la remplacer. On va remplacer cette protéine qui manque. Exemple, la gamma-globulinémie. C'est une maladie où on a une déficience en gamma-globuline. On va injecter les immunoglobulines, les gamma-globulines humaines par la voie intraveineuse. Donc là, c'est une technique qui est assez récente, qui date de pratiquement 20 ans, plus de 20 ans. Alors, cette technique, elle va permettre, alors on prend une personne normale, on prend le sérum, on va isoler donc les immunoglobulines, on va l'enrichir, le sérum en immunoglobulines et on va faire une injection à la personne qui possède un déficit immunitaire de la gamma-globulinémie. Donc, on va lui injecter cette immunoglobuline et au bout d'un certain temps, on remarque qu'il y a un remplacement de manque de la gamma-globuline. Ou bien, donc, quand on a une granulomatose chronique, on peut injecter des interférents, on va purifier des interférents gamma et on va les injecter et on remarque qu'on a remplacé quelques protéines qui sont essentielles dans cette maladie. Donc, le premier traitement, c'est un traitement substitutif. Donc, chaque fois qu'il manque quelque chose, on va essayer de la remplacer. Deuxième type de traitement, c'est la greffe de la moelle osseuse.
Alors, vous savez, la moelle osseuse, c'est elle qui contient la moelle rouge, qui contient les cellules hématopoïétiques, les cellules souches hématopoïétiques pluripotentes, qui sont capables de donner toutes les cellules sanguines. Ça, vous les avez bien vu dans l'hématopoïèse. Alors, on va donc greffer la moelle rouge. Donc, on va remplacer la moelle rouge de la personne qui est malade. On va la remplacer et on va mettre une moelle rouge d'une personne qui est compatible. On va lui mettre sa moelle, donc un peu de sa moelle rouge qui va se développer et elle va donc redonner les cellules qui manquent à la personne qui est malade. L'exemple, c'est l'enfant atteint de déficit immunitaire combiné sévère, des ICS. On va lui injecter donc la moelle osseuse de donneur haplo-identique, donc d'un donneur qui est identique génétique. Donc, la moelle osseuse, elle permet, la greffe de la moelle, ça s'appelle la greffe de la moelle osseuse, ça permet de résoudre pas mal de déficits immunitaires quand il y a un manque de cellules. Le troisième type de traitement, c'est le traitement par la thérapie génique. Alors, c'est une technique qui est assez récente et qui permet de remplacer un gène manquant ou remplacer un gène défectueux. S'il y a un gène qui manque ou bien s'il y a un gène qui est mauvais, on l'élimine et on va le remplacer de façon génétique par la biologie moléculaire, par le génétique et la biologie moléculaire. On va remplacer ce gène qui est manquant ou défectueux. Alors, exemple, c'est le déficit en adénosine désaminase, ADA, et qui est le premier succès de la thérapie génique. Donc, pour ces personnes qui ont cette maladie-là, on peut arriver à les guérir par cette thérapie génique qui est maintenant en cours de développement. D'accord? Alors ça, c'est les trois types de traitement de l'immunodéficience, substitutif, greffe de la moelle osseuse et la thérapie génique. Alors, on sait donc, on a dit que, en résumé, que les déficits immunitaires peuvent attaquer donc les cellules qui participent dans l'immunité spécifique, comme elles permettent d'attaquer les cellules de l'immunité spécifique. Sont classées selon le type et l'état de développement des cellules impliquées, sont le plus souvent résultat d'une altération génétique ou plus rarement celui d'une altération dans le développement d'un organe du système immunitaire. Alors, ils sont héréditaires, autosomiques, récessives ou dominants, ou liés au sexe, et correspondent à une pathologie moléculaire monofactorielle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut attraper ces déficits immunitaires? Alors là, c'est le schéma du développement d'une cellule ou bien de cellules de l'immunité. Ici, les cellules souches qui vont donner la progéniture lymphoïde qui peut donner le lymphocyte B. Ça, c'est le développement du lymphocyte B. C'est les souches qui vont se développer en pro-B, en pré-B, en B immature, en B mature qui va donner le plasmocyte et les cellules mémoire. Donc ça, c'est le développement normal. Il peut y avoir des problèmes à ce niveau-là. Dans le passage entre le pro-B et le pré-B, on peut avoir le déficit BTK, sans rentrer dans les mots. D'accord? On peut avoir cette maladie qui peut bloquer le passage ici et là. Deuxième type de problème, c'est au niveau du passage entre le lymphocyte B mature, qui va se différencier en plasmocyte. Donc, on peut avoir l'hypogammaglobulinémie et l'hyperglobulinémie et le déficit sélectif en immunoglobuline pour avoir des problèmes qui vont donc permettre ou bien qui vont empêcher la transformation et la différenciation du lymphocyte B en plasmocyte. Et ça peut aussi empêcher le passage du lymphocyte B mature en lymphocyte B mémoire. Ça, c'était pour le lymphocyte B. Pour les lymphocytes T, donc il va venir d'une progéniture lymphoïde, pro-T, pré-T, double positif, simple positif, lymphocyte T naïf qu'on a vu dans le développement de la maturation du lymphocyte T dans le thymus. On peut avoir des problèmes là. Donc, le syndrome de Di-George qui va empêcher la transformation du pro-T en pré-T et aussi le déficit en CMH2 de classe 2 qui va empêcher le passage du double positif au lymphocyte T simple positif. Donc là, c'était les problèmes qui peuvent arriver pendant la maturation des lymphocytes T. Et enfin, on va avoir donc le
problèmes qui peuvent donc toucher les deux voies, la voie de la maturation des lymphocytes B et la voie des maturations des lymphocytes T. On a donc des problèmes qui peuvent se situer à ce niveau-là, exactement. Donc, et aussi à ce niveau-là, sans rentrer trop dans le détail. Quant à la voie myéloïde, qui va donner donc la lignée myéloïde, des monocytes, macrophages et des neutrophiles, là, on peut avoir des problèmes à ce niveau-là, des granulocytoses, qui va empêcher le passage entre la cellule progéniture en neutrophile, et aussi des déficits en adhésion leucocytaire qui va empêcher la maturation des monocytes et des neutrophiles, et granulomatose septique chronique qui va empêcher la maturation du neutrophile. Donc là, c'est le schéma global des problèmes qui peuvent être à la cause de ou bien à la base des problèmes de déficit immunitaire. Bon, c'est un schéma qui est assez compliqué. Je vous demande juste de comprendre ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas obligé de retenir le nom, mais sachez seulement qu'il y a des problèmes qui interviennent dans le passage d'un état à un état au cours de la maturation, qui permet d'avoir des déficits immunitaires cellulaires. Alors, donc aussi dans le déficit, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, le déficit en facteur de complément. Alors, on a des protéines du complément qui peuvent avoir qui se développent. On peut avoir un problème au niveau des protéines du complément. On sait très bien qu'une protéine du complément, elle est activée ou bien par la voie classique, quand on a un complexe anticorps antigène, ou bien par la voie interne d'activation. Quand on a une fixation des protéines du complément sur la surface de certaines bactéries ou de certains micro-organismes, ça va activer la coupure de la C3 en C3A et C3B. C3B qui est essentiel, qui permet donc, qui se fixe sur la bactérie, c'est l'opsonisation, et qui va permettre la synthèse du complexe d'attaque membranaire, qui va permettre de faire des trous dans la membrane de la cellule. Alors, quels sont les problèmes qui vont donc se faire ou bien se produire au cours de ce développement? On peut avoir donc une coupure au niveau C3. Il ne peut pas se couper en C3A et C3B. Et on peut avoir aussi des maladies à ce niveau-là qui permettent l'élimination de complexes humains. Donc, à ce niveau-là, sans rentrer dans les détails, des problèmes au niveau de C3, C5, infection Neisseria, etc. Et des problèmes au niveau de ces protéines-là. D'accord? Donc, on peut avoir des problèmes à ce niveau-là, ce qui permet de bloquer la réaction la transformation des protéines. Alors, on va voir maintenant un exemple de maladie d'immunodéficience acquise que vous connaissez, c'est la maladie du sida. Alors, la maladie du sida, que vous connaissez et qui a été découverte il y a pratiquement une quarantaine d'années et qui a causé des centaines de milliers de morts. Maintenant, on sait comment ça se passe. C'est causé par un virus qui s'appelle le VIH. Alors, le VIH1, alors, il a un peu cette figure-là, avec des protéines membranaires. Et quand on voit au microscope électronique une coupe, on voit une membrane avec un noyau, avec un cytoplasme qui contient Là, c'est le schéma de ce virus VIH1. On voit une membrane lipidique avec des protéines membranaires à la surface, surtout la GP120 et la GP41. Et à l'intérieur, on a des ARN avec des transcriptases, des protéines transcriptases, des nucléocapsides, etc., etc., etc. Et aussi, on a surtout un ARN, donc c'est un virus à ARN qui va s'incorporer dans le cell. Alors, au niveau cellulaire, on a donc ce virus, qu'est-ce qu'il fait? Il va
donc contaminer des lymphocytes T. On sait que les lymphocytes T sont à la base sont le pivot, sont la pièce maîtresse la plus importante de la réaction immunitaire spécifique. Donc, s'il y a un problème au niveau de lymphocytes T, on n'a pas de réaction immunitaire spécifique. S'il y a une diminution du taux de lymphocytes T, il y a une diminution du système immunitaire spécifique. Alors, le virus VIH, il va se coller à la membrane du lymphocyte T par des récepteurs chimiokines qui se trouvent à la surface des lymphocytes T et le CD4 aussi qui peut se lier sur la membrane de cette cellule. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette fixation? Vous avez donc le virus qui va se lier à la membrane du lymphocyte T, la membrane du hôte, la cellule hôte, qui compte donc on a des récepteurs des chimiokines, on a des CD4. Quand on agrandit cette partie-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici, au niveau du virus, on a la protéine GP41 et la protéine GP120. Et le CD4 qui va se lier à la membrane du lymphocyte. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un changement conformationnel de la protéine GP120 qui va coller sur la membrane de la cellule, sur les récepteurs au chimiokines. Il y a cette liaison-là qui va donc permettre, voilà, c'est ça, cette liaison-là va permettre au virus de fusionner, la membrane du virus qui va fusionner avec la membrane du lymphocyte T, et le génome du lymphocyte T va rentrer à l'intérieur de la cellule. Donc, cet ARN va se déverser à l'intérieur de la cellule. Il va y avoir une synthèse, donc une transcription de l'ARN en ADN. D'accord? Une duplication, ce qui va donner un ADN. Au lieu d'un ARN, on va avoir un ADN du virus. Ensuite, cet ADN va s'intégrer dans le noyau grâce à des intégrines. Donc, ça va s'intégrer dans l'ADN de la cellule. Ensuite, ça va se transcrire en ARN messager qui va sortir de la cellule et qui va synthétiser, par assemblage, synthétiser des virus qui vont donc fusionner à la membrane du lymphocyte et sortir vers l'extérieur. Donc, on a synthèse et libération de virus vers l'extérieur. Là, c'est une chaîne qui va donc se répéter plusieurs fois. En plus, on va avoir des cytokines qui vont donc se lier à des récepteurs au niveau du lymphocyte T, ce qui va activer la synthèse donc, de l'ARN messager et bien sûr la synthèse des virus. Donc, on a une activation de la production des virus qui vont sortir de la cellule. Donc ça, c'est le schéma global de l'infection du virus du sida et la synthèse de virus par les lymphocytes T. Donc c'est ça un peu le schéma global. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau, après ce schéma-là, comment on peut traiter cette maladie, comment on peut l'éradiquer? Alors, il y a 4 possibilités. Donc, jusqu'à présent, toutes ces 40 années ont permis de trouver 4 possibilités. Ou bien donc d'utiliser des inhibiteurs de la transcriptase inverse, qui permet donc de transcrire l'ARN du virus qui a été introduite en ADN, qui va donc par la suite s'intégrer dans l'ADN du lymphocyte T. On peut utiliser donc des inhibiteurs de la transcriptase, ce qui permet de bloquer ce passage-là et de ne pas fabriquer d'ADN du virus. Deuxième possibilité, c'est d'utiliser des inhibiteurs de protéase pour empêcher au lymphocyte T de fabriquer donc des protéines du VIH, ce qui permet de bloquer cette voie-là, donc d'éviter de synthétiser des protéines du VIH, donc de synthétiser des virus. Troisième possibilité, c'est des inhibiteurs de l'intégrase. Alors, cette intégrase
qui permet d'intégrer l'ADN du virus qui a été dupliqué donc dans le génome de l'ADN du lymphocyte T. Donc, on utilise des inhibiteurs qui vont bloquer cette voie-là et bien sûr, donc, on ne va pas avoir de synthèse des protéines du virus. Quatrième possibilité, c'est des inhibiteurs d'entrée du VIH. Donc, ça va empêcher la fixation du virus du VIH sur la membrane du lymphocyte. Donc, ça va empêcher la rentrée de l'adhésion du virus à la surface. Donc, ça va empêcher l'intégration de l'ARN du virus du sida dans la cellule du lymphocyte. D'accord. Alors là, je vous ai montré, sans rentrer trop dans le détail sur le nom des produits, parce qu'il en existe énormément, leur mécanisme. Ça nous intéresse surtout le côté physiologique, comment se fait cette infection et comment on est capable jusqu'à présent de l'arrêter. Alors, j'ai emprunté donc les schémas de ce cours-là et les diaporamas de certains professeurs qui ont été très gentils de faire ces schémas-là, ces animations que j'ai trouvées très intéressantes avec quelques modifications. Je les remercie infiniment pour leurs diaporamas. Alors, je voulais vous transmettre surtout des choses qui sont pratiques, qui sont simples à retenir. Donc, aussi bien dans ce cours d'immunopathologie qui a été assez court parce qu'on n'avait pas assez de temps. Et j'espère que vous allez garder des souvenirs en mémoire, même avec le passage du temps. Alors, donc, dans ce cours en général, tout le cours, donc j'ai emprunté des schémas et des diaporamas de certains professeurs que je trouvais que c'était intéressant à vous montrer, et bien sûr avec des modifications, beaucoup de modifications, bien sûr avec mon cours personnel. Ça a permis d'enrichir ce cours-là. Alors, j'espère que j'étais bien clair dans ce cours-là et que vous avez bien compris. Comme d'habitude, si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter et on peut essayer de faire même des séances en direct. Si vous avez des questions, je peux les répondre de façon directe. Alors, je vous remercie et j'espère que vous avez bien compris, vous avez bien suivi ces cours-là. Alors, je vous souhaite bonne chance et à bientôt. Salam alaikum.